Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de quel crime de lèse-majesté ces généraux ont-ils commis? Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, Valeurs Actuelles, journal de réputation plutôt droite, très à droite, de réputation, ont publié un manifeste, ont publié une sorte de déclaration de la part d'un certain nombre de généraux qui ont signé ce document, donc des généraux, donc des militaires, et évidemment ça a remué dans les brancards. Ça a remué dans les brancards puisque certains, très vite, que ce soit médiatiques, politiques, ont essayé de dire, de parler d'une lettre qui incitait à l'insurrection. La preuve en est, c'est que même Mélenchon a saisi, je dirais, le Conseil d'État pour que le Conseil d'État prenne des mesures, voire des sanctions vis-à-vis de ces généraux. Alors que ce qui est quand même étrange, c'est que lui-même avait fait déjà allusion à un des textes de la Constitution de 1793, qui, je rappelle, incluait également cette notion de pouvoir permettre au peuple de pouvoir aller à l'encontre et voire même de rentrer en insurrection contre un État ou un gouvernement totalitaire, un peu sur le principe d'ailleurs de ce qui existe dans la Constitution américaine. Et d'ailleurs, peut-être que cette Constitution de 1793 s'est un peu inspirée de la Constitution américaine, mais je vous rassure, cette Constitution de 1793 n'a plus lieu d'être, et ce texte, évidemment, a disparu dans les constitutions suivantes. Et donc, M. Mélenchon faisait appel justement à ce texte-là pour éventuellement légitimer le droit au peuple de faire une révolution contre l'État, etc. Et là, aujourd'hui, il dit tout l'inverse. Il accuse ces généraux d'appeler à l'insurrection, de menacer la sécurité de la République, de la démocratie. Ça y est, Mélenchon voit déjà un coup d'État militaire au sein de la République française. Donc, qu'est-ce que ce texte, véritablement, a dans son contenu qui a fait remuer la queue à aussi bien cet univers médiatique et politique, pour essayer de capter l'attention, évidemment, de l'opinion? Je rappelle, ce texte, évidemment, est disponible, hein, il est disponible sur le site de Valeurs Actuelles, il est gratuit, mais on le sait, il y a très peu de gens qui iront voir et qui iront constater d'eux-mêmes le contenu de ce texte. Il est tellement plus simple de se reposer tout simplement sur ce que les médias vont en dire et de ce que certains politiciens ou experts vont en dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, ce texte, on va le lire. Et je vais le découvrir avec vous, parce que je ne l'ai pas lu avant. Donc on va constater ensemble, voir si ce texte possède des éléments qui incitent à la révolution, qui incitent à l'insurrection, le peuple, ou pas. Donc, ça commence par Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires. L'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, donc c'est des généraux à la retraite, donc ce n'est plus des généraux d'actifs, vous le pensez bien, puisque si ça avait été des généraux d'actifs, il serait clair que là, ils prenaient le risque de se faire radier de l'armée ou avec des sanctions, puisque quand vous êtes militaire, vous êtes soumis au devoir de réserve. Donc, nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, nous pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents. Ne pouvons, pardon, oh là là, j'ai du mal, excusez-moi, je vais retirer mes lunettes, parce que j'arrive pas à lire de près. Ne pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. Nos drapeaux tricolores ne sont pas simplement un morceau d'étoffe, ils symbolisent la tradition à travers les âges de ceux qui, quelle que soit leur couleur de peau ou leur confession, ont servi la France et ont donné leur vie pour elle. Donc là, voilà, on met tout le monde dans cette notion de peuple unique et indivisible. Hein, on ne fait pas de distanciation, pas de distinction, couleur de peau, origine, etc., religion et compagnie. Sur ces drapeaux, nous trouvons en lettres d'or les mots « honneur » et « patrie ». Or, notre honneur, aujourd'hui, tient dans la dénonciation du délitement qui frappe notre pays. Premièrement, dilettement qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but, créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés.
Aujourd'hui, certains parlent de racialisme, d'indigénisme et de théorie décoloniale, mais à travers ces termes, c'est la guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques. Ils méprisent notre pays, ses traditions, sa culture et veulent le voir se dissoudre en lui arrachant son passé et son histoire. Ainsi, s'en prennent-ils par le biais de statuts d'anciennes gloires militaires et civiles en analysant des propos vieux de plusieurs siècles. Là, sur ce texte-là, en effet, ça c'est du factuel. C'est aujourd'hui, nous avons des individus qui instrumentalisent des idéologies racialistes, coloniales, pour faire culpabiliser le français ou la France en général, ou le peuple français, qui plus est le peuple héritier, blanc, ce qu'on appelle vulgairement le français de souche, hein, soyons très clairs, pour mettre au-dessus, par ce phénomène de culpabilisation, leur permettre de pouvoir se positionner au-dessus de nous pour ensuite réclamer des comptes. Donc réclamer des comptes, c'est-à-dire nous faire accepter, nous soumettre à leurs idées, nous soumettre à cette volonté qu'ils ont de vouloir faire de la cancel culture, de faire de la destruction et de la recontextualisation, de la réécriture de l'histoire, comme évidemment cela correspondra à leurs propres idéologies. Troisièmement, dilettement qui, avec l'islamisme et les ordres de banlieue, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour transformer en territoire soumis à des dogmes contraires à notre Constitution. Là, en effet, ils mettent le doigt sur la montée de l'islamisme et sur la récupération d'une certaine jeunesse au profit de cet islam radical. Ce qui, à mon sens, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont une exploration, je dirais, de notre société, ne peuvent en aucun cas démentir ce phénomène, qu'il y a une récupération justement de cette jeunesse issue de l'immigration, parfois deuxième ou troisième génération, de la part de ce qu'on appelait nous autres, dans les années 90, les fameux barbus. Or, chaque Français, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, est partout chez lui dans l'Hexagone. Et là, les militaires rappellent bien l'un des fondamentaux de la République, c'est la République unique, indivisible, et donc, de ce fait, le territoire national ne peut pas être portionné, ne peut pas être concédé à une exception culturelle. Il ne peut et ne doit exister aucune ville, aucun quartier où les lois de la République ne s'appliquent pas. Et c'est là que, justement, là, si on veut chercher quelque chose à lire entre les lignes, très clairement, ces militaires mettent le doigt sur l'islam politique. Hein, ce fameux islam politique, que même à la limite, Jean-Luc Mélenchon se défend de vouloir attaquer, de vouloir être contre cet islam politique, pour défendre les musulmans. Sauf qu'évidemment, c'est parfois un petit peu de jeu de sémantique pour essayer de le sauver de cette tendance qu'il y a aujourd'hui d'essayer de montrer du doigt de l'islamo-gauchisme. Délitement, car la haine prend le pas sur la fraternité lors de manifestations où le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes, exprimant leur désespoir. Ceci alors que des individus infiltrés et encagoulés saccagent des commerces et menacent ces mêmes forces de l'ordre. Pourtant, ces derniers ne font qu'appliquer les directives parfois contradictoires données par vous, gouvernants. Là, les militaires mettent encore une fois de plus en évidence ce que toute personne bien intelligente et suffisamment raisonnée et de bon sens a pu constater de lui-même sur les manifestations des Gilets jaunes, c'est-à-dire cette réelle insistance à la fois médiatique mais aussi politique, et je dirais même intellectuelle, à essayer de faire passer les Gilets jaunes pour des méchants du fait d'avoir laissé, je dis bien laissé volontairement, se développer des bandes, alors Black Bloc, Antifa, etc., en plus des casseurs, évidemment, hein, ça, on ne peut pas les ignorer non plus, dans ces manifestations, et ensuite faire porter le chapeau aux Gilets jaunes. Je rappelle que
Le problème du gouvernement, le problème de l'autorité, c'est que le Gilet jaune est une manifestation spontanée et qu'il n'y a aucune organisation, qu'il n'y a aucun syndicat derrière. Le principe de la manifestation, le droit de manifester, en effet c'est un droit, sauf que vous avez le droit de manifester à partir du moment où vous avez l'autorisation des préfectures. Et l'autorisation des préfectures n'est donnée qu'à partir du moment où il y a des organisations pour assumer la responsabilité de la manifestation. C'est pour cette raison que très souvent, et généralement, les manifestations qui sont organisées, eh bien, on y intègre toujours soit des associations reconnues avec des statuts, soit des syndicats, très souvent d'ailleurs des syndicats. Donc les syndicats vont faire en sorte d'organiser les choses pour justement éviter qu'après l'État ou le gouvernement ou l'autorité se retourne contre eux pour les détériorations, etc. Même si, malheureusement, ça arrive aussi qu'il arrive des détériorations, mais là, dans ce cas-là, tout d'un coup, là, l'autorité a une légitimité de remettre de l'ordre face aux troubles faits, avec, évidemment, le consentement des organisations syndicales. Mais comme les Gilets jaunes, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de colonne vertébrale sur qui se retourner en cas de pépin, en cas de problème, et bien là vous avez exactement ce phénomène qui consiste à instrumentaliser du trouble qui est en fait un trouble organisé, parce qu'on sait pertinemment que même au sein des Gilets jaunes, comme toutes les manifestations quelles qu'elles soient, à partir du moment où il y a un mouvement de masse, où il y a beaucoup de gens, dans ces beaucoup de gens, vous aurez toujours des individus qui suffira tout simplement de motiver un petit peu, de pousser un petit peu à faire de la connerie, finalement. Donc voilà, donc ça c'est aussi un constat. Là, il n'y a pas d'incitation à cause de ça, c'est un constat. Les périls montent, la violence s'accroît de jour en jour. Qui aurait prédit, il y a 10 ans, qu'un professeur serait un jour décapité à la sortie de son collège ? Or, nous, serviteurs de la nation, qui avons toujours été prêts à mettre notre peau au bout de notre engagement, comme l'exigeait notre état militaire, ne pouvons être devant un tel agissement des spectateurs passifs. Et en effet, en tant que militaires, leur rôle, c'est d'assurer la protection de la nation, la protection du territoire et de son peuple. Mais si le peuple est atteint dans sa chair sur le territoire français, et que les militaires se rendent compte on tergiverse pour des idéologies politiques, là ils se disent, si on n'a plus la crédibilité à l'intérieur même de notre pays, quelle légitimité on aura de faire des actions militaires à l'extérieur ? Quelle légitimité on a aujourd'hui d'être au Mali ? Si déjà au sein de la France on n'est pas capable de résoudre le problème. Aussi, ceux qui dirigent notre pays doivent impérativement trouver le courage nécessaire à l'éradication de ces dangers. Pour cela, il suffit souvent d'appliquer sans faiblesse des lois qui existent déjà. N'oubliez pas que, comme nous, en grande majorité de nos concitoyens, est excédé par vos louvoiements et vos silences coupables. Sous-entendu, le clientélisme politique. Un clientélisme idéologique et politique. Comme le disait le cardinal Mercier, primat de Belgique, quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. Alors, mesdames, messieurs, assez d'atermoiements. L'heure est grave, le travail est colossal. Ne perdez pas de temps et sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération le sauvetage de la nation. Et c'est ce qui a certainement motivé Marine Le Pen à les appeler à rejoindre le mouvement de Rassemblement National. Puisque là, ils disent, nous sommes disposés à nous mettre au service d'un gouvernement et d'un État qui décidera de ressaisir la situation. Donc là, ils n'incitent pas à l'insurrection. Ils disent, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est des décisions gouvernementales, des décisions souveraines. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Là, ils disent très clairement, si on lit entre les lignes, là ils disent, attention, guerre civile. Donc si guerre civile, forcément les autorités vont être utilisées pour essayer de rétablir la paix, de rétablir la loi et l'ordre. Ce qui va être une tâche extrêmement compliquée, parce que
il y a un moment donné où il risque d'y avoir une situation où ce sont des Français qui vont tirer sur d'autres Français. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant. Et les morts dont vous porterez la responsabilité ne se compteront par milliers. Voilà, et ils le disent. Et en effet, c'est une suite logique. C'est que si demain on forge le chaos dans la société française, il y aura des morts, et le sang versé, forcément, il y aura des responsabilités. Mais ces mêmes responsabilités, évidemment, elles serviront, suivant le contexte, d'arguments politiques pour attaquer les uns les autres. C'est-à-dire que toute la gauche mettra tout sur le compte de l'extrême droite, c'est la faute de l'extrême droite, si aujourd'hui des Français se tapent sur la gueule, etc. Donc vous voyez, le danger, il est là. Et enfin, les généraux signataires. Et là, vous avez toute la liste des généraux qui ont signé la lettre. Donc, vous constatez bien, sur ce texte, que c'est un constat. Un constat et une mise en alerte. Mais en aucun cas, il n'y a absolument rien dans ce texte qui appelle à l'insurrection. Ils disent, attention, si vous ne faites rien, si vous laissez pourrir la situation, eh bien en effet, il y a un moment donné où il y a des Français qui vont peut-être prendre les armes. Et là, ça va être dangereux, parce que si des Français décident de prendre les armes, à tort ou à raison, ça veut dire que forcément, il va y avoir des conflits, et des conflits armés, entre des civils armés et l'autorité, qui, elle, va devoir être obligée de faire son travail, mais va aussi exposer les policiers, les gendarmes, et voire peut-être l'armée. Tous les militaires, tous les gendarmes, tous les policiers, à un moment donné, vont se retrouver en face d'un problème existentiel. C'est soit je suis professionnel et je fais mon travail, mais dans ce cas-là, je suis les ordres, c'est-à-dire que je vais être obligé de tirer sur des compatriotes, des compatriotes qui, à la limite, je partage leurs idées, je partage leur ras-le-bol, je partage leur volonté de mettre un terme à cette déliquescence du pays, à cette irresponsabilité de gens incompétents. Donc vous voyez, et c'est ça que ces militaires sont en train de mettre en avant. C'est-à-dire qu'en réalité, ces militaires nous ont tout simplement dit ce que beaucoup de gens, vous, moi, pensons. Que si on continue dans cette voie, on va droit dans le mur. Mais en aucun cas, ces militaires nous appellent à l'insurrection. Mais comme justement ces militaires le disent, le fond des choses, très clair, net, précis, forcément c'est un texte qui peut faire peur, qui fait peur à la classe politique, qui fait peur à l'élite bourgeoise parisienne, qui fait peur aux mondialistes, qui fait peur à l'État profond français, qui fait peur à la finance, qui fait peur, oui, à un certain nombre de gens qui se croient détenir les pouvoirs, les mallettes, les fils des marionnettes. Pourquoi ? Tout simplement parce que ils ont cette notion, et d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont très très vite réagi, dans toute la sphère médiatico-politique, elle a tout de suite réagi, elle sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne liront peut-être jamais ce texte. Donc ces gens-là, il faut absolument les focaliser sur, attention, ce texte-là, il est dangereux, c'est un texte qui incite à la sédition, à l'insurrection, etc. Sous-entendu, ne le lisez pas. On l'a fait pour vous. Et nous, notre analyse, c'est ça, c'est ce texte-là, ces généraux-là sont irresponsables. C'est des méchants. Voilà ce qui est en train de se passer. Et Mélenchon, avec son recours au Conseil d'État, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a tellement les pétoches de se rendre compte que des Français qui vont lire ce texte-là vont se dire « ben ouais, ils ont raison ». Au-delà de tout sentiment humaniste, solidaire, etc., droite-leumiste et compagnie, même je pense que tous les gens droite-leumistes, quand ils lisent ça, ils ne peuvent pas renier le fait que la déliquescence d'un certain nombre de domaines dans la société française, c'est une réalité, c'est pas de la science-fiction. Et que le fait de toujours mettre ça sur le dos de l'extrême droite, des racistes, des fascistes, des islamophobes, etc., ça ne fonctionne plus. Le discours est érodé, il est usé, il n'a pas de sens.
Et la complicité médiatique, elle a accordé encore plus cette suspicion qu'ont aujourd'hui beaucoup de gens à faire la part des choses. Même les gens qui ne liront pas ce texte-là, je suis sûr et certain que le jour où ils vont tomber dessus, ils vont se dire, mais ces généraux, ils ne m'informent de rien, puisque je le savais déjà. Je le sais déjà. Mais quand on en parle, on ne peut pas en parler librement, parce que sinon, on risque de tomber sur des gens qui tout d'un coup vont essayer de vous remettre dans le droit chemin de la pensée unique, de ne pas tomber dans les idées fascistes d'extrême droite, etc. Ce n'est pas des idées fascistes d'extrême droite. Vouloir cacher le fait qu'en France, on a un énorme problème avec un islam qu'on appelle l'islam radical, qui met en priorité la loi du Coran au-dessus de la loi de la République, c'est incompatible. Mais non, il ne faut pas le dire. On va essayer de chercher. Ben oui, mais regardez, la Bible, c'est pareil. Les catholiques, ils mettent la Bible au-dessus de la République. Eh non. Les catholiques sont républicains. Les juifs en France ne mettent pas la Torah ou le Talmud au-dessus de la République. Ils respectent la République. Ce n'est pas le cas de tous les musulmans. Pas toute la majorité des musulmans. Mais il y a une partie des musulmans qui aujourd'hui sont en train de se développer tel un cancer dans la communauté musulmane elle-même. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tas de problèmes sociaux qui naissent justement de ce conflit générationnel, de ce conflit idéologique qu'il y a parfois même au sein d'une même famille. Et d'ailleurs, je suis persuadé qu'on connaît tous des musulmans, parfois pratiquants, non pratiquants, qui sont les premiers à dire qu'il y a une montée d'un fondamentalisme religieux, politique, dans la société française, qui va forcément avoir des conséquences très très graves. Parce que les conséquences très très graves, ne soyons pas dupes. Dans toute société, dans toute civilisation, quand à un moment donné une communauté commence à foutre le bordel et commence à faire chier le monde, on n'en a rien à foutre de savoir si celui qu'on a en face de soi c'est un gentil ou un mauvais, il prend tout dans la gueule. Je veux dire, la société, elle est ainsi faite. Surtout dans des grandes sociétés, avec beaucoup de population. Plus vous avez de population, plus vous multipliez les problèmes. Fatalement. Même si c'est injuste. Mais le monde est injuste. Ça aussi, il faut aussi prendre en considération. Donc la responsabilité politique aujourd'hui, elle est aussi dans ce domaine. C'est de ne pas dire les choses telles qu'elles sont, c'est de ne pas résoudre les problèmes tels qu'ils sont, parce que derrière, il y a des intérêts politiques. Parce que derrière, il y a des idéologies qui servent l'intérêt, on va dire, des mondialistes, des globalistes, de détruire l'État-nation de l'intérieur. Et ça en fait partie, c'est un outil ultime. Détruisez l'équilibre, l'unité d'une nation, et puis voilà, vous créez des régionalismes, des indépendantismes, des conflits ethniques, ethnico-religieux, des conflits tribaux aussi. Parce que ça aussi, on a su exporter ça. Importer, pardon. On a su importer ces conflits tribaux en France. Regardez, chaque année, il y a toujours des problèmes entre les Kurdes et les Turcs. Il y a toujours des problèmes avec le problème israélo-palestinien. Je ne parle même pas, des fois, dans certains quartiers de Paris, où vous avez des migrants qui se sont regroupés, et bien des fois, quand ils se retrouvent en face à face avec des ethnies de leur pays d'origine, mais qui sont des ethnies un peu comme ce qu'on a au Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus, ils se tapent sur la gueule entre eux, dans la capitale. Les Indiens, hindouistes et les Pakistanais, musulmans. Pareil, ça se frite un peu de temps en temps. Donc, ces généraux, c'est ce qu'ils sont en train d'alerter. Attention, danger. Mais en aucun cas, ils font appel à l'insurrection. En revanche, là, ils viennent de faire chier dans leur froc tout le petit milieu bourgeois bobo, gaucho, bien pensant parisien, qui là sont en train de paniquer parce qu'ils se disent putain, si jamais les gens lisent ce texte-là, on sait qu'il y a des gens qui vont se dire mais tout compte fait, c'est exactement ce que je pense. Et c'est ça, ils en sont arrivés à venir, ouais, mais si jamais il y a des gens qui lisent ça, ça veut dire que ça risque de conforter une masse de population qui finalement pense la même chose et qui pourrait éventuellement se mobiliser
et qui, à un moment donné, pourraient en arriver à prendre les armes. Ils ont peur. Les voir remuer la queue, aussi bien les médias, la télévision, sur Internet, sur les réseaux sociaux, même sur Twitter, j'ai lu des gens, des commentaires qu'ils ont faits, mais tu te dis, ils sont en train de chier dans leur froc. Ils sont en train de chier dans leur froc, pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte que leur fameuse idéologie bien pensante, très humaniste, droit de l'homiste, qui consiste de toute façon à terme à soumettre la majorité pour qu'eux prennent le pouvoir au profit d'une minorité, eh bien est en train de se casser la figure. Ça ne fonctionne pas. Ce qui est encore plus vrai aujourd'hui, vu le contexte avec la Covid, quand on voit la gestion qui a été faite en France, écoutez, pas plus tard qu'aujourd'hui, je viens de revérifier un chiffre qui est le taux de mortalité déclaré Covid en Afrique. Vous vous souvenez, il y a un an, on nous disait attention, quand le virus va arriver en Afrique, ça va être un cataclysme, ça va être l'apocalypse, il va y avoir des millions et des millions et des millions de morts, etc. Vous savez combien il y a de morts en Afrique au total déclarés ? 120 000. 120 000. 4 millions de cas positifs en Afrique. Faites le comparaison avec l'Europe. L'Europe munie d'une multitude de pays, puissance économique, pays industrialisés, pays développés, etc. C'est nous les pays qui avons la modernité, l'Afrique elle possède des pays qui ont des pays complètement déstabilisés, dans la misère, avec des problèmes sociaux considérables, de l'illettrisme, des problèmes sanitaires sérieux, puisqu'il y a même une crise d'Ebola depuis des années, etc. Et arrivé là, le Covid n'a fait que 120 000 morts. Évidemment, ça c'est le genre d'information que vous ne voyez pas à la télévision. Ça, si vous voulez vérifier de vous-même tous les chiffres, je vous mettrai le lien du site en bas et vous le constaterez par vous-même. Il y a tous les chiffres, toutes les données, réactualisées tous les jours, avec toutes les données qui sont évidemment fournies par chaque pays sur la situation pandémique. Donc même si on imagine qu'un certain nombre de pays africains n'ont pas les informations, n'ont pas les données, n'ont pas les infrastructures pour fournir les chiffres, pour fournir les données, et que finalement peut-être que le chiffre est certainement beaucoup plus... Attendez, 120 000 déclarés, même si à la limite on multiplie par 10, ça ferait 1,20 million. 1,2 million. 1,2 million morts en Afrique. Pour une population, je crois, de 7 milliards ou 9 milliards. Non, pardon, je dis une connerie, pas 7 milliards. Je ne sais plus combien le chiffre je crois que c'est... Je ne sais plus le chiffre de la population africaine, en tout cas j'étais tombé dessus. Je crois que ça faisait à peu près 150 millions... Je ne sais plus, non, peut-être que je dis une connerie. Mais je veux dire, proportionnellement à la population, sur l'ensemble du continent africain, j'ai envie de dire, même s'il y a eu des défauts, des problèmes de chiffres, etc., vous pouvez multiplier le chiffre par 2, par 3 ou par 4, on reste quand même dans un chiffre qui est excessivement loin du tableau apocalyptique qu'on nous prévoyait. Donc voilà, j'ai envie de dire. Donc ces généraux, évidemment, ces généraux, comme l'ont fait d'ailleurs un certain nombre d'autres généraux à la retraite dans des lettres ouvertes qu'ils ont faites il y a plusieurs mois, même depuis quelques années maintenant, à chaque fois, évidemment, ça fait remuer un petit peu l'univers médiato-politique, parce que c'est quand même des militaires. Les militaires, quoi qu'on en dise, il y a quand même un certain respect envers les militaires, surtout quand c'est des généraux. Surtout si c'est des généraux qui ont une carrière militaire, de terrain, qui ont été au feu plusieurs reprises, etc. Donc, moi, je sais, mon service national, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'officiers, sous-officiers. Je peux vous dire que le fossé est énorme entre ceux qui ont été au combat, qui ont connu l'épreuve du feu, et ceux qui sont sortis de Saint-Cyr et qui sont des bureaucrates, des fonctionnaires, mais qui n'ont jamais été des militaires de terrain. La différence, c'est que ceux qui ont été au combat, ils sont souvent très humains,
alors que ceux qui sortent de grandes écoles et qui ont des têtes comme ça, mais qui n'ont jamais été sur le terrain, qui n'ont jamais été dans des théâtres d'opération, c'est des gros connards. C'est souvent ceux qui se prennent d'ailleurs pour des Rambo, qui se la pètent, je suis militaire, je donne des ordres, toi t'es le sous-fifre, etc. C'est le jour et la nuit, je vous jure, c'est le jour et la nuit. Je pense qu'aujourd'hui c'est toujours pareil. Vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de l'armée? C'est que des militaires aient le respect de leurs officiers dans un cadre militaire, et que les officiers aient le respect de leurs soldats. Or malheureusement dans l'armée aujourd'hui, pareil, même difficulté que dans la police, c'est que souvent, il y a des abrutis, mais des abrutis qui généralement vont jamais très loin. C'est-à-dire qu'ils font pas carrière dans l'armée, ils se font dégager avant. Donc voilà, ça c'est une perception qui m'est personnelle, peut-être que certains le partagent, mais moi je pense que sans vouloir penser à remettre le service national militaire, je pense que l'aspect militaire est quelque chose qui peut parfois remettre les idées en place chez certaines personnes. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont tout fait pour essayer de s'exempter de l'armée, parce que c'est un système autoritaire, c'est un système disciplinaire, et que malheureusement, en effet, quand tous ceux qui ont fait l'armée, malheureusement, on a pu tomber des fois aussi sur des officiers qui étaient des vrais cons. Moi le premier, je suis tombé sur des officiers qui étaient des vrais abrutis. Et d'ailleurs, qui ont essayé de tirer leur carrière jusqu'à la retraite comme ils pouvaient, parce qu'ils avaient tellement fait de conneries qu'il y en a même certains qui avaient été dégradés, c'est pour vous dire. Mais au moins, ça avait cet avantage, c'est que l'armée, et c'est peut-être le service militaire avait juste ce point positif, c'est quelle que soit la classe sociale d'où vous venez, eh bien, quand vous faisiez votre armée, tout le monde était au même niveau. Il n'y avait pas de différenciation sociale. Tout le monde était logé à la même enseigne. Et ça, socialement, ça peut aider pas mal de gens à se reconstruire un petit peu, à se restructurer. Bon, le service national n'existe plus, le service militaire, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait parce que ça les faisait chier. Ceci dit, je les comprends parce que moi j'ai perdu 10 mois de ma vie, parce que j'ai pas... Enfin, il y a des choses que j'ai appris, il y a des choses qui étaient intéressantes, etc. Mais je veux dire, ça aurait été certainement bien sous un autre angle, sous un autre aspect, peut-être toujours sous un aspect militaire, mais peut-être en sachant utiliser les compétences et voilà, c'est donner ces 10 mois ou ces 1 an à la nation avec nos propres compétences. Mais malheureusement, ce qui n'est pas souvent le cas, ce qui n'était pas souvent le cas d'ailleurs. Voilà. Fermeture de la parenthèse là-dessus. Donc voilà, ces généraux qui nous ont fait un courrier, qui nous ont fait une lettre qui a bien fait remuer pas mal de gens, mais qui finalement démontre bien qu'il y a quand même une prise de conscience, que la prise de conscience, elle est aussi sur ce texte, et que cette prise de conscience aujourd'hui, eh bien, on veut l'altérer, on veut la supprimer, on veut la censurer, parce qu'on ne veut pas que les gens, par ce courrier, à un moment, prennent de la hauteur et se rendent compte véritablement de la situation. Surtout par rapport à ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire le communautarisme, la partition de la société, la mise en opposition à la fois des origines, l'instrumentalisation et la culpabilisation par la cancel culture, par la réécriture de l'histoire, par la culpabilisation des Français pour leur histoire, pour ce qui s'est passé par le passé avec l'esclavagisme, avec l'antisémitisme, avec la collaboration, etc. Donc instrumentaliser tout ça pour finalement diviser les Français et les mettre en opposition, diviser pour mieux régner, tout simplement. Diviser pour mieux régner, pousser au paroxysme ces divisions, et peut-être en effet générer à terme une guerre civile, et de cette guerre civile donnera la légitimité à l'État de prendre tous les pouvoirs, telle une dictature, pour rétablir l'ordre, ce qu'on a déjà vu, puisqu'aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé avec le terrorisme, et ce qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui avec l'urgence sanitaire, l'État s'est octroyé, ou a réussi à obtenir des pouvoirs qu'il n'aurait jamais pu avoir en temps normal. Voire même supprimer des libertés individuelles, sous le prétexte de la crise sanitaire. Donc imaginez demain un début de guerre civile quelque part, même ne serait-ce que à Paris ou un truc comme ça, et ils pourront légitimer d'avoir un état d'urgence national, etc., et faire passer
tous ces Français qui décideront de prendre les armes pour résister tout simplement à l'oppression, finalement faire ce qu'on a connu pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des Français qui considéraient ceux qui prenaient les armes comme étant des résistants, et ceux qui collaboraient, les considéraient comme des terroristes. De toute façon, l'administration allemande les appelait des terroristes, pas des résistants. Parce que le terme terroriste, évidemment, est très péjoratif. Et je terminerai cette vidéo, justement, ça me fait penser à cette vidéo de M. Hessel. M. Hessel qui était un Allemand, qui est naturalisé français, qui a participé à la résistance, qui a été fait prisonnier, qui a été envoyé dans plusieurs camps, etc., mais qui a réussi à s'échapper, qui a réchappé au camp, et qui par la suite a eu une carrière diplomatique, etc., et qui dans une vidéo, ce monsieur malheureusement est décédé, mais il y a une vidéo qui est réapparue, j'essaierai de vous la remettre, si je la retrouve, je la mettrai là maintenant. Quand même, il y a beaucoup de gens qui ont un peu abdiqué, enfin qui baissent un peu en disant on n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, c'est comme ça. Et puis qui continuent de vivre un petit peu en baissant la tête. Et quel sentiment vous avez par rapport à ça? Ça a toujours existé. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France. La France était vichiste dans sa grande majorité. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, il ne faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'ils soient le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Il a tout dit. Ce qu'il vient de dire est vrai. Attention, pas s'en servir comme quelque chose de négatif, mais quelque chose qui est intrinsèque à toute société. Là, il prend l'exemple de la France sur l'occupation, mais quand on regarde un ensemble de pays qui ont connu l'occupation, c'est exactement pareil. C'est que quand il y a un occupant dans un pays, très souvent c'est une minorité d'individus qui résistent. C'est pas la majorité, ou ne serait-ce que la moitié. Et après, vous avez tous les aspects de complaisance, de consensualité, comme on a eu pendant la Résistance. Pendant la Résistance, vous avez des policiers qui ont fait mine de collaborer, alors qu'en réalité, c'était des policiers qui très souvent ont fermé les yeux, très souvent ont aidé la Résistance, très souvent ont informé la Résistance. Même au sein du gouvernement de Vichy, il y a des hauts fonctionnaires qui ont fait en sorte, des moments d'aider la Résistance. Mais évidemment, ils ne vont pas se pointer avec un panneau « je fais de la résistance passive ». Il y a un moment, il faut être intelligent. C'est un peu d'ailleurs, pour petite référence, et je vais terminer là-dessus, c'est ce qu'on avait reproché à François Mitterrand, par exemple, on avait fait croire qu'il avait collaboré parce qu'il faisait partie du gouvernement de Vichy. Je ne me souviens plus, je crois qu'il était, je ne sais plus quel ministre des anciens combattants, enfin je ne sais plus exactement quel statut il avait. Je crois qu'il était ministre des anciens combattants après la guerre, mais sous le gouvernement de Vichy, je ne sais plus, enfin il était haut fonctionnaire. Mais après, il s'est avéré qu'en effet, il avait contribué à un moment donné à aider la résistance, à obtenir des informations, etc., pour finalement avoir une action au sein de la résistance beaucoup plus accrue. Mais voilà, c'est des données qui sont parfois très instrumentalisées pour servir l'intérêt des uns et qu'on balaye parfois d'un coup de balai pour éviter que les gens le savent, pour jouer la carte. Regardez, Mitterrand, il était quand même collabo puisqu'il était au sein du gouvernement de Vichy. Vous voyez, le deux poids, deux mesures. Et c'est ça le danger aujourd'hui de la cancel culture, c'est qu'elle veut effacer les détails pour imposer son idée sur quelque chose de très générique, de très généralisé, de très simplifié. Alors que rien n'est jamais simple, il y a toujours des détails qui font que ça peut changer du tout au tout l'observation, le constat que l'on doit se faire sur un événement, qu'il soit actuel ou historique. Après, c'est une question de sensibilité, c'est sûr, mais il faut avoir aussi l'honnêteté de remettre les choses dans leur
contexte de l'époque. Ce que malheureusement certains veulent essayer aujourd'hui de complètement bannir, c'est-à-dire de remettre les choses, de recontextualiser ce que eux s'évertuent à décontextualiser pour servir leurs propos. Voilà un petit peu la stratégie. Donc moi je dis, ces généraux, je suis en effet tout à fait d'accord avec eux. C'est pas pour autant qu'ils appellent à l'insurrection. Hein, je vous ai lu le texte, on l'a vu ensemble. Il n'y a rien qui appelle à l'insurrection, qui fait juste un constat. Et le fait de voir tout cet univers médiato-politique de remuer la queue à tort et à travers jusqu'à Mélenchon qui fait appel au Conseil d'État pour punir ces séditieux, bah, c'est la preuve qu'il y a panique à bord. Et que peut-être on n'est plus très très loin de voir une sorte de sabordage de la nation, un sabordage de la République. J'invite à méditer sur cette question. Merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas, inscrivez-vous, petit pouce vers le haut, la cloche bleue, et nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, et pour les Français, bon courage.